Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futurs Médias. Face à GFM, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur le ministre Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Chérif. Avec moi pour vous interviewer, je suis avec Souleymane Niang. Bonsoir, Souleymane. Bonsoir, Chérif. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Souleymane. Alors, cet entretien sera l'occasion de faire le point sur l'économie nationale depuis la tenue du Conseil présidentiel sur la relance en septembre 2020. Nous allons également débriefer le sommet de Paris, le sommet sur le financement des économies africaines tenu à Paris au Grand Palais éphémère la semaine dernière. Mais nous allons quand même nous arrêter sur l'actualité brûlante, l'actualité qui concerne l'économie, Monsieur le ministre, c'est l'acquisition de l'avion présidentiel. Beaucoup s'interrogent sur l'opportunité vu la conjoncture. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Chérif et Souleymane, donc, pour cette opportunité d'échanger avec vos téléspectateurs sur la situation économique, sur l'actualité importante. Et notamment, depuis quelques jours, l'opinion parle de l'acquisition donc de cet avion de commandement par l'État du Sénégal. Mon collègue ministre en charge des collectivités et également porte-parole du gouvernement en a parlé il y a quelques jours. Mais ce que je peux rajouter, c'est de dire simplement un élément de contexte. L'acquisition de cet avion de commandement, la commande ne date pas d'aujourd'hui. Le contrat, comme l'a dit mon collègue, a été signé en juin 2019, pratiquement un an avant la Covid, donc bien avant la Covid. Il est vrai que si on devait faire une telle acquisition en pleine pandémie, je pense que cela n'aurait pas peut-être été une décision optimale parce qu'avec les dépenses que nous avons, les dépenses de relance, les dépenses dans la vaccination et d'autres dépenses, on aurait peut-être pu repousser un peu le temps que nous sortions de cette pandémie et que nous arrivions à mobiliser toutes les ressources que nous sommes en train de mobiliser. Mais il se trouve que le contrat a été signé déjà en 2019. Donc on ne peut pas revenir sur un contrat déjà signé en 2019 avec des avances qui sont payées. Les spécialistes le savent, quand vous devez faire une telle acquisition, l'avion doit être construit, doit être bâti. Et donc il faut faire des avances et attendre plusieurs mois ou plusieurs années avant de recevoir l'avion. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est l'opportunité carrément pour un État d'acheter un avion de commandement. Surtout un État comme le nôtre. Comme l'a dit mon collègue, parmi les missions régaliennes du chef de l'État et même des membres du gouvernement, ce sont les missions donc, à l'étranger pour le rayonnement de notre diplomatie politique, si je puis m'exprimer ainsi, mais surtout la diplomatie économique et financière. Et le Sénégal, depuis toujours, a eu une diplomatie extrêmement dynamique. Le Sénégal a toujours eu un avion de commandement depuis les présidents Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Donc, c'est le quatrième qui a été acheté et il est impensable pour un pays comme le nôtre, hein, je pense, de rester sans un tel outil important qui est un outil de travail, un outil aussi de sécurité. Et c'était important de le faire. Comme vous le savez, l'autre avion a déjà plus de 20 ans, qui tombe toujours en panne, très souvent d'ailleurs, et donc qui n'offrait plus la sécurité vraiment nécessaire pour faire voyager quelles que soient les personnes, à plus forte raison donc le président de la République et toute son équipe, dans des missions importantes. Et il fallait donc trouver une solution. Donc la solution qu'il fallait trouver, c'était soit de continuer à affréter des vols privés et de payer à chaque fois avec des frais importants, parce que quand vous affrétez un avion privé, vous payez le repositionnement de l'avion, quel que soit où se trouve l'avion avec lequel vous voulez voyager. Sauf que, Monsieur le ministre, on a quand même une compagnie nationale dont la flotte se renforce
d'année en année, voire de mois en mois. On a au moins 300 A330 Neo, on a 2 A321, bientôt des A220, 300. On a vu des pays bien plus riches que le nôtre, dont les présidents affrètent des avions dans le pavillon national pour faire des voyages officiels. C'est ce que le Sénégal a fait très souvent d'ailleurs. Ce n'est pas toujours optimal. Quand vous voyagez et que vous prenez un avion A330, le coût de ce vol sera beaucoup plus cher que d'avoir un avion, par exemple, A320, en termes de kérosène et en termes également d'autres dépenses. Et donc, c'était important de faire la comparaison, soit de continuer à affréter, que ce soit avec Air Sénégal ou bien affréter auprès d'un privé, ou bien d'acheter un nouvel appareil normé avec tout ce qui va avec, d'accord? Il fallait faire la comparaison. Et économiquement, il est beaucoup plus rentable d'acheter un avion qui est à votre disposition que de devoir à chaque fois affréter un avion qui peut se trouver à New York ou trouver à Paris. Vous payez les frais de positionnement et c'est 25 à 40 ou 50% même plus cher d'affréter un avion privé que d'avoir un avion à sa disposition à tout moment pour, encore une fois, des missions importantes qui font le rayonnement du Sénégal, qui font aussi que le Sénégal maintient et entretient des relations importantes avec les pays, avec les institutions, qui font également que le Sénégal mobilise beaucoup de ressources concessionnelles grâce à ces relations, grâce à ces partenariats. Et souvent, c'est des ressources en dons, c'est des ressources en financement concessionnel et semi-concessionnel. Et c'est aussi la diplomatie stratégique, c'est des questions de sécurité. Et il faut donc, c'était important de l'avoir. Et tous les pays du monde ont des avions de commandement. Alors, certains pays même en ont 2 ou 3 ou 4. Nous, on a un seul avion. Mais ça, c'est le cas des pays qui peuvent se le permettre. Absolument. Moi, j'aimerais revenir quand même sur le timing et le contexte. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire savoir aux Sénégalais que le président a acheté un nouvel avion? Là, vous l'avez dit tout à l'heure que la commande a été faite en juin 2019. Et c'est-à-dire qu'après son élection, le président, la première chose à laquelle il a pensé, c'est de s'acheter un avion. Vous savez, ça c'est vous qui le dites. Vous ne pouvez pas dire que c'est la première idée qui vient en tête. Un chef d'État, un gouvernement a beaucoup de priorités, beaucoup de dépenses, dont les dépenses de sécurité. Quand nous sommes arrivés pour ce mandat du président de la République, d'autres dépenses importantes ont été faites. On a décidé de refaire les aéroports de Matam et de Saint-Louis. Nous avons décidé aussi de finaliser, d'accélérer nos négociations donc, avec Dubai Port pour le port de Ndayane, c'est stratégique. Nous avons accéléré les renégociations de la concession d'autoroute avec Sénac. Nous avons également accéléré les projets d'énergie, notamment les centrales au gaz de 300 MW qui vont vraiment nous aider à réduire le prix de l'électricité. Il y a eu beaucoup d'autres décisions importantes et d'investissements importants dans l'agriculture. C'est parce qu'on a augmenté le budget de l'agriculture de 50%, en fait de 40 à 60 milliards, qu'on a eu des résultats économiques extrêmement importants l'année passée, au moment où... Pluviométrie quand même. Absolument, c'est parce que nous avons anticipé sur la pluviométrie que nous avons donc décidé l'année passée d'augmenter le budget de 50%. Donc on ne peut pas se focaliser seulement sur l'achat de l'avion et oublier le budget total de 4 500 milliards, dont le budget d'investissement qui est supérieur à 1 500 milliards. Mais pour revenir à l'achat de l'avion, au-delà des questions d'opportunité et de timing, se pose aussi la question de la transparence et de la traçabilité justement de cet achat qui n'est vu nulle part sur le budget, en tout cas la version publique connue de tous, et sans compter tout le flou qui entoure le prix réel de cet avion. Sur ces deux questions, quelles sont les réponses que vous pouvez nous donner, le prix de l'avion et la budgétisation de cet achat? Bon, cet achat est acheté à travers le ministère des Finances, donc le Trésor a payé. Donc il y a la traçabilité non seulement au niveau du budget, au niveau des comptes de l'État du Sénégal, mais il ne faut pas oublier que l'achat de l'avion, qui est un avion de commandement, qui est un avion militaire,
qui est donc géré par l'armée, contrôlé par l'armée, c'est dans le cadre du budget de nos forces armées. Et on ne va pas crier sur les toits à chaque fois que l'État du Sénégal doit acheter des appareils ou des armes, par exemple, pour la défense nationale, pour la sécurité, et faire des communiqués pour dire que nous avons acheté tel type d'avion ou tel type d'avion. En général, c'est au moment de la livraison que c'est connu que l'État du Sénégal a acheté tel type d'avion ou bien tel bateau pour la marine nationale, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en fait sur la traçabilité, c'est dans le budget. C'est dans le budget du ministère des Forces armées, parce que c'est la défense, et c'est dans des grandes rubriques. On ne va pas aller dans les détails. Et sur le prix aussi, ce n'est pas évident à chaque fois pour ce genre d'acquisition de révéler le prix. Pourquoi? Pour deux choses. D'abord, c'est des questions de secret défense. Et deuxièmement, vous signez des accords de confidentialité avec le constructeur, peut-être qui vous a fait des faveurs, qui vous a fait des faveurs, qui vous a fait... Ça a été le cas avec cette acquisition? Moi, je ne suis pas... c'est pas moi qui ai fait l'acquisition, c'est le gouvernement qui a fait l'acquisition. C'est un secret défense, c'est ça qu'on veut savoir aussi. Non. Pourquoi vous ne voulez pas donner le prix? C'est le ministre, c'est les forces de défense et de sécurité. C'est secret défense. C'est estampillé secret défense comme dans tous les pays. Quand vous allez aux États-Unis, certaines choses sont classified. Ils appellent ça classified. Le président peut déclassifier au bout de 30 ans ou 40 ans ce genre d'informations. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des accords de confidentialité. Quand vous achetez un produit, vous signez des accords de confidentialité, en particulier un produit aussi stratégique. Oui. Vous pouvez avoir des avantages que, par exemple, le constructeur vous fait. Et le constructeur ne va pas vouloir que le monde entier sache aussi les avantages qu'il vous a fait, qui sont exceptionnels peut-être. J'entends bien sur cet argument, mais sur le volet secret défense et militaire, on peut bien le comprendre pour l'achat d'un Rafale, d'un Typhon ou de tel autre matériel militaire avec certaines caractéristiques. Mais pour l'avion présidentiel, la dimension militaire est quand même marginale. Non, vous allez utiliser pour convoyer des troupes, tout le monde le sait. Vous n'allez pas convoyer des troupes, mais un avion de commandement dans tous les pays a des équipements spécifiques qu'un avion jet privé normal d'un homme d'affaires n'a pas. C'est des affaires d'État. Donc on ne peut pas, après en fonction du prix que vous avancez, tout le monde va essayer de deviner qu'est-ce que vous avez en fait dans cet avion. Et c'est stratégique. On ne peut pas juste révéler comme ça le prix d'une acquisition d'un équipement aussi stratégique. Et ça, c'est partout dans tous les pays. Un ordre de grandeur quand même par rapport au prix, parce qu'on parle entre 27 milliards et 100 milliards même selon certaines estimations. Il a parlé de 100 milliards. Ça n'engage que lui. Lui, peut-être c'est un spécialiste des avions. Oui. Moi, je ne suis pas un spécialiste des avions. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un avion de commandement, un avion de l'armée qui a des équipements spécifiques pour assurer donc, la sécurité de toutes les personnes à bord et pour que l'avion puisse rester pendant beaucoup d'années sans subir des révisions, sans qu'on ait à réinvestir dans l'avion. Parce que nous avons choisi d'avoir une option, en fait, un équipement optimal et qui est rentable et qui est beaucoup plus rentable que de louer l'avion ou de continuer à utiliser un avion qui a déjà 20 ans avec des équipements à réviser régulièrement, consommation de kérosène 20% supplémentaire, etc. 20% plus importante de consommation et de dépenses de maintenance et d'opération. Alors vous avez dit entre 25 et 50% en termes relatifs. Dans l'absolu, est-ce qu'on peut avoir une idée des économies qu'on a faites en choisissant l'option de l'achat plutôt que l'option de garder l'ancien avion en le maintenant de temps en temps? Comme je l'ai dit, c'est au moins 25%, tout au plus 50% d'économie. Amadou Hott, vous êtes le ministre de l'économie. Oui. La dernière échéance qui sera payée à la livraison le 16 juillet, c'est de combien? Ce que je peux vous dire, que c'est secret défense, que c'est confidentiel. En vous donnant la dernière échéance, c'est une indication qui vous permettra peut-être de connaître le prix final. D'accord? Et aujourd'hui, si on révèle le prix final, on sera en violation du contrat que nous avons signé en juin avec Airbus. Et c'est dans tous les pays. Quand vous signez un contrat, il faut le respecter. Vous ne pouvez pas signer un contrat avec des confidentialités
parce que vous avez la pression de quelqu'un, vous révélez et après, il y a des conséquences quand vous violez la DER quand sur vous cette violez. question, d'ailleurs. Le Sénégal achète l'avion présidentiel chez Airbus, Oui. en même temps que Air Sénégal achète des A330 Neo et des A321, des A319 même, A220 pardon. Il n'y a pas de problème, c'est juste de savoir pourquoi déjà cette option de tout acheter chez Airbus. Et est-ce qu'il y a un lien entre ces différents achats, ne serait-ce que pour avoir un prix unitaire moindre que si on avait acheté chez différents fournisseurs? C'est possible, mais je ne peux pas le confirmer. Et Air Sénégal aussi décide selon ses besoins, selon les routes, selon les destinations, selon la capacité de remplissage également des avions. Donc Air Sénégal aussi décide peut-être de dire j'utilise le même constructeur, le même type d'appareil pour optimiser dans la maintenance, les pièces détachées, etc. Donc il y a un avantage aussi d'avoir une flotte venant d'un même équipementier. Et tout ça, c'est de l'entente directe. Hein. Comment? C'est de l'entente directe, tout ça. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas la personne qui a acheté. Je ne suis pas le ministre des Forces armées. D'accord? C'est un projet secret défense, c'est ce que je peux vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Sénégal a négocié pour avoir les meilleurs prix. Et parce que le Sénégal aussi, certainement, en achetant des avions Airbus pour Air Sénégal, a certainement fait un excellent deal. Et donc, on ne peut pas révéler sur le marché, révéler au public quel est le coût de l'acquisition. On ne saura jamais si c'est un excellent deal ou pas, parce que tout est acheté chez Airbus. Et pourquoi pas ailleurs? C'est des questions aussi qu'on peut se poser. Non, en fait, c'est une question aussi de choix. Oui. Parce que aussi, si vous achetez un autre type d'appareil, il peut être peut-être trop petit ou trop grand aussi. Peut-être il y a la question de performance, il y a la question de la maintenance aussi. Parce qu'au-delà d'acheter un équipement, c'est la maintenance, c'est les pièces détachées, c'est les pilotes, etc. D'avoir des pilotes Airbus peut-être au niveau de Air Sénégal, d'avoir aussi des pièces détachées pour Air Sénégal. Pour le même type d'appareil, le pays dans son ensemble bénéficie. Peut-être qu'il y a des synergies à faire entre Air Sénégal et également l'avion présidentiel et les équipes présidentielles pour que le Sénégal, dans son ensemble, y gagne. Alors, Amadou Hott, on va parler à présent du plan d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Il y a eu une réallocation budgétaire pour financer le plan d'urgence Réunion-Daouni. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quels sont les projets qui ont été arrêtés ou annulés pour financer ce plan? Voilà, d'abord je voudrais rappeler au Conseil présidentiel donc, sur l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, le plan d'urgence a été validé. Notamment, il y a 65 000 donc, recrutements, c'est-à-dire les recrutements dans l'éducation, dans la sécurité, bien sûr, dans le reboisement, dans le nettoiement et le cadre de vie, mais également dans le cadre des activités de jeunesse, avec le ministère des Sports également, le ministère de la Santé, etc. Et en plus de cela aussi, nous avons 20 000 recrutements prévus avec le secteur privé dans le cadre de la convention État-employeur avec un budget global annuel donc de 15 milliards de francs CFA. Il y a aussi l'aspect formation avec la formation de plus de 73 000 jeunes, dont des talibés, mais également des déscolarisés pour à peu près 30 000, 20 000 aussi en fait, jeunes qui vont obtenir le permis de conduire donc, grâce au financement, grâce à l'État du Sénégal. Et en plus de cela, nous avons aussi les recrutements donc, avec l'ANIDA, donc, qui va faire les fermes agricoles, ce qui est extrêmement important. Tout cela est inclus donc, dans les 65 000. Maintenant, il y a aussi le financement en termes de nanocrédits, donc c'est des petits financements pour les marchands ambulants, pour des tailleurs, pour des jeunes, pour des, en fait, des maraîchers, etc. Ça, c'est la partie nanocrédit, c'est des petits crédits. Et en plus de cela aussi, il y a le financement dédié à certains métiers, donc, que ce soit des mécaniciens, en finançant des plateformes dans les départements ou dans les communes pour permettre à des mécaniciens de se retrouver et d'avoir l'équipement qui leur permettra d'être plus performants.
c'est la même chose aussi pour les tailleurs. Et je n'oublierai pas aussi les 10 milliards prévus pour donc, la tenue scolaire. Le président de la République a décidé de réintroduire la tenue scolaire obligatoire, au moins pour l'école, le préscolaire et l'élémentaire. Donc ça va concerner à peu près 1,8 million d'élèves. Ça aussi, c'est une décision pour appuyer aussi l'artisanat, donc appuyer également les centaines de milliers de tailleurs qui sont dans le pays. Une décision importante, c'est la territorialisation. Au lieu que tout soit centralisé à Dakar, c'est que dans chaque département du pays, on aura un pôle emploi entrepreneuriat qui va avoir l'ADER pour les financements, 3 FPT pour financer la formation, qui va avoir l'ANPEJ qui va accueillir les jeunes pour pouvoir les orienter en termes de besoins de formation, de financement et d'emploi disponibles dans leur département. Le tout sous la coordination du préfet donc, de chaque département. Et les opérations ont déjà donc commencé sur le terrain. Et ce que l'État a fait, l'État a revu le portefeuille de projets. Il y a des projets jeunes qui n'avançaient pas très bien, il fallait les accélérer. Lesquels, concrètement? Bon, en fait, ce que nous avons aujourd'hui fait, par exemple, si vous prenez sur les 65 000 emplois, il y a par exemple l'ANIDA pour un budget de 25 milliards sur les 3 ans qui va aider à faire recruter 24 000 donc, personnes en leur donnant donc, des revenus. Donc ce que nous avons fait pour l'ANIDA, c'est donc de renforcer donc, son budget pour que les fermes qui étaient déjà construites puissent être opérationnelles. Ça, c'est une manière aussi de réorienter le budget de l'État pour faire fonctionner des investissements, des infrastructures qui étaient déjà faites, mais qui ne fonctionnaient pas encore parce qu'il fallait des frais de fonctionnement. Il fallait aider les agripreneurs, par exemple, à obtenir des engrais, des semences, etc. Donc ce budget va servir à cela. A été renforcé, donc l'ANIDA a été renforcée. Voilà, l'ANIDA a été renforcée. Ce que nous avons également fait, c'est de renforcer et d'accélérer le programme de pavage qu'avait déjà l'AGETIP. Donc qui va recruter quelques milliers de jeunes donc dans les 45 départements. Au départ, c'est quelques départements, mais après, on va rajouter d'autres départements. Promoville également a un programme de pavage qui va recruter 2000 personnes. Donc, il fallait aussi nous assurer que Promoville a les crédits budgétaires et pourra donc démarrer ce programme de pavage qui est déjà terminé. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, dans le cadre de son budget, parce que le ministère de l'Emploi reçoit la contribution CFCE, donc des employeurs, c'est à peu près une vingtaine de milliards de francs CFA par année. Et donc ce qu'on a voulu, c'est orienter une bonne partie de ces ressources, donc pour le financement des formations que j'ai évoquées tout à l'heure, mais aussi d'utiliser une partie de ces ressources pour pouvoir lever des fonds pour construire une partie des 45 centres de formation professionnelle dont la construction va démarrer donc cette année avec au total 38 centres de formation. Mais les produits de la CFCE allaient aux 3 FPT. Non, une partie donc va être orientée. C'est 3 FPT qui va faire donc le financement de la formation. C'est ce qu'ils faisaient. Maintenant, ce qu'on fait, c'est vraiment orienter la formation vers les déscolarisés, vers également les talibés, par exemple, qui ont besoin d'être formés. Pour financer aussi les 20 000 permis de conduire qui seront donc obtenus par les jeunes grâce aux auto-écoles qui vont donc recevoir également une rémunération, mais aussi l'armée qui va également appuyer dans la formation de ces jeunes chauffeurs. Mais là, on est loin du compte par rapport aux 150 milliards par an sur 3 ans. Au total, on sera à 150 parce qu'on a à peu près 80 milliards plus 75 milliards en tout, à peu près en moyenne par année, pour obtenir les 150. Pas de grands programmes ni de grands projets arrêtés complètement, des ressources réallouées complètement, ce sont des réglages internes qui sont effectués. Ce sont des réglages internes. Il y a des programmes importants qu'on va essayer dont on va accélérer la mise en œuvre pour la création d'emplois. Il y a des programmes déjà dont le financement est déjà acquis. Il fallait finaliser les conditions suspensives, il faut renforcer les équipes de projet
pour que ces programmes-là puissent décaisser. Il y a une liste, par exemple, d'une quinzaine de projets pour un montant total de plus de 450 milliards qu'on a déjà identifiés, qui ne sont pas dans le programme de 450 milliards, mais c'est des projets qui sont déjà dans le budget, qui sont déjà financés. Le problème, c'est que les projets n'ont pas commencé à décaisser parce qu'il y a des conditions à remplir. Donc, au-delà de faire les recrutements, au-delà de financer la formation, au-delà de faire la subvention pour les tailleurs, au-delà de faire des financements avec l'ADER, le programme d'urgence consiste aussi à accélérer tous les projets phares qui créent des emplois pour la jeunesse. Donc, ils ne sont pas inclus en termes budgétaires dans les 450 milliards, mais qui sont déjà dans le budget, mais ça n'avance pas très vite. Il faut accélérer donc la mise en œuvre de ces projets. Le programme d'urgence aussi, il ne faut pas oublier, il y a des réformes aussi. Il y a des réformes de l'économie, des réformes dans le doing business, dans le Compact with Africa avec l'Allemagne, pour que notre économie soit plus créatrice d'emplois, que notre économie soit plus compétitive également. Et parmi ces projets phares, par exemple, on a le programme des 100 000 logements, qui est un programme extrêmement important. L'Agropole Sud, dont le financement public est déjà bouclé, il nous reste seulement le financement privé et PPP. L'Agropole Centre, pratiquement finalisé également, dont la structuration est presque terminée. Et donc, tous ces projets font quelque part partie du programme d'urgence, mais pas en termes budgétaires d'impact actuel, parce que c'est des projets qui étaient déjà dans le budget. Il faut accélérer seulement la mise en œuvre. Je reviens à ma question avant de passer au niveau d'opérationnalisation. Est-ce que vous avez des projets que vous avez arrêtés pour renforcer ce plan? Bon, ce que nous avons fait... Des projets qui ne marchaient pas vraiment et que vous avez décidé finalement de mettre sur la touche. Bon, en fait, nous avons identifié des projets qui ne marchent pas. La décision de les mettre sur la touche n'est pas prise, mais on sait que ces projets, peut-être que cette année, ne vont pas impacter le budget parce que le décaissement ne va pas avoir lieu. Donc, on n'a pas besoin de les annuler. C'est simplement, on sait que le décaissement n'aura pas lieu, donc il n'y aura pas consommation d'espace budgétaire, ni également consommation de notre espace quelque part d'endettement également. Ce sont des projets en stand-by. Ce sont des projets en stand-by. Par exemple... Par exemple, si je donne un exemple, il y a un projet de la BAD en fait, de 57 milliards de francs CFA avec Prodac, par exemple. Ce n'est pas annulé, c'est simplement qu'on sait que peut-être que d'ici la fin de l'année, on n'aura pas de décaissement, parce qu'il y a pas mal de conditions à remplir pour le décaissement, mais certainement, dès janvier prochain, ce projet va décaisser, et donc commencera à avoir également un impact sur les jeunes. J'allais vous poser la question, parce qu'on évoquait les fermes agricoles d'Anida et pas Prodac, en sachant d'ailleurs que Prodac a beaucoup de problèmes par rapport à certains sites, même si certains Prodac marchent, enfin certains DAC, les domaines agricoles communautaires, beaucoup d'autres ont des problèmes, même d'ordre juridique, légal. Voilà. Bon, vous parlez certainement d'un DAC qui n'est pas très loin d'ici, le DAC de Sangalkam, mais je pense que tous les problèmes seront résolus et que le projet va continuer. De toute façon, le travail ne s'est pas arrêté, malgré les problèmes juridiques, mais ce sera résolu. L'agence judiciaire de l'État y travaille et je suis sûr qu'on aura une issue heureuse. C'est le seul projet qui a été arrêté? Non. J'imagine que ça n'a pas été facile quand même. Non, pas arrêté. C'est simplement mis en stand-by encore une fois. Même pas mis en stand-by, c'est simplement on sait que certains projets, le décaissement n'aura pas peut-être lieu avant l'année prochaine. Donc on s'est rendu compte de cela, donc on se dit, en attendant que ces projets puissent décaisser, l'espace budgétaire que ces projets devaient occuper, on peut donc utiliser cet espace budgétaire pour en partie donc, satisfaire le besoin de financement. Mais ce qu'il ne faut pas, d'urgence. Et aussi, le programme d'urgence, ce n'est pas entièrement que des réallocations. Il y a une bonne partie, c'est des réallocations, mais également, il y a de l'argent frais. Il y a de l'argent frais et c'est pourquoi d'ailleurs on aura une loi de finances rectificative, comme ça se fait chaque année. Cette loi de finances rectificative tiendra compte de cela, tiendra compte du fait qu'on doit acheter des vaccins, tiendra compte aussi d'autres dépenses. Du service de la dette, notamment la partie intérêt commission, les 364 milliards qui sont budgétisés. Je m'attendais à ce qu'on évoque cette partie-là en termes de réallocation ou ce n'est pas prévu dans les plans. Non, en fait, sur la dette, nous avons, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, sur l'initiative sur la suspension en fait, du paiement
du service de la dette. Oui. Au Sénégal, il gagne en termes budgétaires parce qu'il y a une partie qui est les commissions et l'intérêt, ça nous donne de l'espace budgétaire, mais il y a également une opportunité de financement moins cher parce que le service de la dette, il y a le remboursement de la dette. Et ce remboursement, l'amortissement, donc qui est mis en stand-by pendant 6 ans, c'est dans le cadre de ce moratoire, et c'est des financements très concessionnels, parce que c'est des financements des partenaires bilatéraux. Oui. Donc ça nous permet d'avoir un espace de financement, du financement supplémentaire à moindre coût, dont le remboursement sera fait sur 6 ans, par exemple. Et donc, c'est un effort que le G20 a fait pour les pays d'Afrique. Restons sur le plan d'urgence. Réunion Daouni, quel est son niveau concrètement d'opérationnalisation? J'y arrive. Voilà, comme vous l'avez déjà constaté certainement, les recrutements pour la sécurité ont déjà démarré depuis plus de 3 semaines déjà, avec la police et la gendarmerie. L'Éducation nationale a également lancé le processus de recrutement avec 5 fois ou 7 fois ou 10 fois plus de Et ça, c'est un indicateur quand même sur la demande actuellement de l'emploi. Le ministère de l'Éducation a lancé une candidature. 150 000 candidatures. C'est quand même hallucinant. Oui, mais il ne faut pas oublier aussi que parmi les 150 000, peut-être il y a beaucoup de personnes qui sont déjà actives quelque part, mais essaient d'avoir une opportunité qui est meilleure. Oui. Il faut décortiquer pour savoir quelle est vraiment la demande qui vient de chômeurs, par exemple, de personnes qui jusqu'ici peut-être ne faisaient pas grand-chose et voulaient obtenir une activité. Donc ça, c'est des statistiques qu'on pourrait regarder plus tard. Il ne faut pas oublier que pour le recrutement dans la sécurité, dans l'éducation, par exemple, on ne peut pas territorialiser. Tout le monde postule, les personnes peuvent venir de partout. Mais pour les autres emplois, tels que le reboisement, tels que le nettoiement, par exemple, là, on peut territorialiser dans chaque département. Alors, Monsieur le ministre Amadou Hott, on va parler de l'ICPE. Le Sénégal s'était fixé l'objectif de reprendre sa trajectoire de croissance pré-Covid, donc 5,2% en 2021, 7,2% en 2022 et 13%, croissance à 2 chiffres en 2023. Projection faite lors du Conseil présidentiel sur la relance, mais l'accord au titre de la 3e revue de l'ICPE montre que ces objectifs ne seront pas finalement atteints. Oui, on ne les atteindra pas pour 2021, surtout à cause bien sûr de la Covid, des conséquences. Dans tous les pays, tout le monde a dû revoir les prévisions selon l'évolution de la pandémie, selon les possibilités pour les pays, par exemple, de vacciner rapidement ou pas. Mais là, nous voyons quand même que l'économie mondiale donc redémarre avec la vaccination, avec beaucoup d'espoir. Aux États-Unis, les gens parlent même d'une augmentation éventuelle des taux d'intérêt pour éviter une accélération trop rapide de la croissance qui pourrait augmenter l'inflation dans ce pays. Et cela a des conséquences positives dans nos pays, une reprise sur le plan mondial, mais la conséquence immédiate pour nous qui fait que notre économie a pu éviter quand même la récession, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc une meilleure pluviométrie, mais surtout une meilleure anticipation. Parce qu'on aurait pu avoir la pluviométrie si on n'avait pas augmenté les dépenses pour la campagne de 50%, on n'aurait pas eu le résultat exceptionnel et extraordinaire que nous avons eu donc, au niveau de l'agriculture, avec 23%. La commercialisation de l'arachide a généré 216 a généré plus milliards. de 200 milliards, donc 216 milliards effectivement, pour le monde rural. Et tout ça, c'est très positif pour notre économie. Cette année, on va reconduire aussi le même budget de 60 milliards donc pour l'agriculture, en espérant aussi que la pluviométrie sera également au rendez-vous. Nous avions prévu, comme vous l'avez dit, 5,2%. Maintenant, avec le Fonds monétaire et tous nos partenaires, nous nous sommes mis d'accord pour le moment à une croissance donc révisée à autour de 3,7%, avec une croissance de 2020 donc, qui s'établit à 1,5%. N'oublions pas aussi, c'est encore des estimations, tout ça. C'est l'ANSD. On avait anticipé une récession et finalement la croissance s'est révélée positive. Absolument, était au rendez-vous. Et il est peut-être toujours mieux d'être un peu je dirais, moins agressif quand on fait des prévisions. Et donc, nous nous attendons donc à cette croissance de 1,5 pour 2020 et 3,7
donc pour 2021. Et tout ceci donc a un impact sur donc le cadrage global, le niveau d'investissement que nous espérons entre cette année donc et l'année 2023, donc durant la durée du PAP 2A. Alors, autre agrégat dont on a parlé dans la revue, même si le rapport n'est pas encore validé par le conseil d'administration, en tout cas le communiqué conjoint du gouvernement et de la mission du FMI, c'est le déficit global, le déficit budgétaire qui va augmenter avec comme conséquence bien naturellement l'augmentation aussi de la dette pour financer ce déficit. Alors. Le déficit budgétaire qui augmente, on a vu dans le cadre de la Covid, c'est partout. Il n'y a pas de pays qui n'a pas vu son déficit augmenter, donc son niveau d'endettement pour financer ce déficit qui n'a pas augmenté. C'est impossible. Ce que nous avons fait avec le fonds, nous avons donc négocié un niveau de déficit qui tient compte donc bien sûr du niveau de croissance économique donc prévu pour 2021, mais surtout qui tient compte des dépenses incompressibles que nous devons faire face, les dépenses dans la santé, les dépenses dans la sécurité, les dépenses dans le cadre du plan d'urgence, la vaccination, etc. Et ça a été des négociations, et quand nous négocions avec le fonds aussi, il y a beaucoup de paramètres sur lesquels nous devons nous appesantir. Nous devons tenir compte également du fait que nous sommes dans une zone UEMOA aussi, et c'est important d'avoir donc un cadrage à peu près qui va être satisfaisant, qui va rassurer également nos partenaires et surtout qui va rassurer aussi les marchés. Le Sénégal est un pays qui a un accès important aux marchés de capitaux internationaux, notamment le marché des eurobonds, et c'est important d'avoir un cadrage donc pour pouvoir jouir toujours de cette confiance donc des partenaires. Le niveau de déficit qui est prévu est de 5,4%. 5,4%. Pour être précis, avec quand même l'objectif de revenir progressivement à un déficit de 3% en 2023. C'est en 2023, mais ce n'est pas vraiment, je dirais, la Bible ou le Coran, de dire 2023, il faut qu'on signature de l'État. L'État du Sénégal s'est engagé vis-à-vis du FMI. Si vous lisez bien le document, ce n'est pas un engagement ferme, irrévocable. Vous avez conclu avec... Oui, on a conclu si les conditions le permettent. Oui, encore une fois, c'est toujours si les conditions le permettent. Et d'ailleurs, pourquoi même 3%? Vous l'aurez constaté dans le cadre du sommet de Paris, le chef de l'État en a parlé parce que le président de la République, lui, veut faire sauter carrément les critères de convergence. On va en parler dans un instant, mais restons sur cet objectif que vous voulez fixer avec les FMI. Est-ce que quand même, parce que ce n'est pas juste de la broderie, c'est quand même des engagements de l'État? Oui, c'est des engagements. Non, l'État fera tout pour les respecter. Oui. Et c'est un engagement qui dit si les conditions le permettent. Si les conditions ne le permettent pas, on ne sera pas obligé d'avoir ce déficit. Oui. Voilà. Alors, il y a bien naturellement... Et d'ailleurs, si vous permettez, le Fonds monétaire international tient compte de tout cela. Le Fonds sait aussi qu'il faut une certaine flexibilité, surtout avec la nouvelle direction au niveau du Fonds monétaire international, qui tient compte de la nécessité des pays, la nécessité pour les pays de relancer leurs économies. Et quand on relance l'économie, une manière de faire aussi, c'est de creuser le déficit, c'est de faire des investissements publics importants, et le Fonds en est conscient. Donc, dans toutes les discussions internationales avec le Fonds, cette nécessité d'être flexible revient toujours. Et même dans le cadre du sommet de Paris, cette idée aussi d'être flexible dans la fixation des niveaux de déficit revient toujours. Alors, j'évoquais tout à l'heure, vous-même, vous évoquiez des réformes nécessaires, dans le cadre desquelles, d'ailleurs, notamment la loi sur les PPP a été adoptée, etc. Où en est-on de la mise en œuvre des réformes pour lesquelles on s'est engagé dans le cadre de l'ICPE et quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans la mise en œuvre de ces réformes-là, notamment la réforme de la justice, l'inclusion du privé dans un plus grand ancrage de la croissance sur le secteur privé, etc. Nous avançons très bien dans les réformes. Sur le doing business, par exemple, notre objectif, c'est dans 5 ans d'être dans le top 50. Les travaux, les décisions, les travaux, les réformes qui doivent être faites sont en train d'être accélérées. Les différents ministères qui sont impliqués, 80% ou 90% des réformes, c'est vraiment
essentiellement 3 ministères. C'est la justice, d'abord c'est les finances et budget, la justice, et bien sûr le ministère de l'urbanisme, en particulier les permis de construire, etc. Le foncier. Et le foncier aussi. Et donc, ces réformes avancent très bien, et c'est à la table du Conseil des ministres, je dirais une semaine sur 2, on discute des réformes pour voir l'état d'avancement de toutes ces réformes, des décrets qui doivent être pris, des arrêtés ministériels, la digitalisation, par exemple, au niveau, par exemple, du paiement des impôts, etc. Et tout cela avance très bien, et nous avons même un accompagnement technique de nos partenaires pour accélérer ces réformes. La réforme sur le Compact with Africa, ça avance très bien également. La loi PPP, elle est déjà promulguée. Oui. Le décret d'application est dans le circuit. Oui. Donc très prochainement, il sera adopté en Conseil des ministres pour qu'on puisse enfin donc, mettre en œuvre donc, cette loi, cette réforme extrêmement importante, oui, qui nous permettra de faire participer plus le secteur privé donc, dans les investissements. Loi sur le PPP que les collectivités locales peuvent également utiliser, parce que c'est ça la petite nouveauté avec cette loi, c'est qu'elles peuvent passer des PPP, mais faudrait-il qu'elles soient bien encadrées? Non, absolument. En plus de l'État central, des agences, mais également des sociétés d'État, les collectivités territoriales peuvent aussi entrer dans des contrats PPP avec le secteur privé, mais avec l'encadrement de l'État du Sénégal, avec l'encadrement de l'unité d'appui au PPP. C'est une unité qui est au niveau du ministère en charge des partenariats, donc le ministère de l'économie aujourd'hui, et donc qui peut les accompagner en termes techniques, mais juridiques, mais également financiers, pour s'assurer aussi que les collectivités territoriales font des PPP équitables, rentables, qui ne sont pas trop chers également, qui ne pèsent pas trop sur le budget également des collectivités territoriales. Ça peut concerner la construction d'écoles, de salles de classe, ça peut concerner par exemple la construction de marchés ou bien la construction de centres de santé, ou en tout cas toutes sortes de services que la collectivité territoriale souhaite octroyer donc à ses habitants. La collectivité peut faire par un privé et nouer un partenariat. Qu'elle soit bien encadrée, parce que sinon aussi ce sera un peu le café du commerce. Hein. Les gens peuvent venir avec n'importe quel partenaire et faire passer son projet, et là aussi il va falloir... Absolument, il faut vraiment être encadré, s'assurer que aussi l'impact budgétaire sur les recettes de la commune ou de la collectivité est maîtrisé. Et c'est ça le plus important, mais aussi de voir de s'assurer que la collectivité ne prend pas tous les risques et que le privé seul prenne toute la rentabilité. Exactement. Il faut un contrat équilibré. Et on attend le décret d'application. Voilà, c'est très prochainement, c'est déjà dans le circuit, très prochainement adopté donc en Conseil des ministres. Et vous pensez que ça va corriger les imperfections des anciens cadres existants, notamment la concession, les BOT et autres formes de partenariat public-privé? Absolument, c'est un nouveau cadre simplifié, avec des PPP à paiement public, PPP à paiement privé, avec un fonds de préparation de projets PPP pour donc fournir au marché, aux investisseurs, une liste de projets intéressants, mais aussi l'accompagnement des acteurs qui vont signer des contrats de PPP donc avec le secteur privé. Alors, avec le FMI, vous êtes parvenu à un double accord de revue et de financement sur 18 mois, un accord de financement parallèlement à l'ICPE, donc de 350 milliards de facilités de crédit de confirmation. Quelles sont les raisons évoquées dans la requête? Parce que jusqu'ici, on avait un accord avec le fonds, mais sans décaissement, où on s'engage à faire des réformes, à faire certaines choses, et il n'y a pas de décaissement. Et les ressources du Fonds monétaire international sont les ressources les moins chères qu'on puisse trouver sur le marché. Donc, c'est des ressources à taux 0%, moratoire de 5 ans en général, et vous remboursez donc 5 ans après, ça fait 10 ans au total. Et là, c'est 350 milliards, dont 150 milliards au mois de juin, et 100 milliards en septembre, et 100 milliards donc l'année prochaine. Au total, 350 milliards. Et ça nous permet, nous, d'avoir des ressources extrêmement concessionnelles, et ça nous évite d'aller sur le marché pour aller chercher ces ressources. Parce que si on ne les avait pas, il fallait soit aller sur le marché régional. Si on doit lever de l'argent sur 10 ans, c'est minimum 6,5% ou 7% même, ça dépend. Et ce ne sera pas concessionnel. Ou bien aller sur le marché des eurobonds également, avec un financement commercial. Et donc, c'est à notre avantage
d'avoir donc cette possibilité d'utiliser cet instrument du Fonds monétaire, que beaucoup de pays d'ailleurs ont utilisé dans le passé, la Côte d'Ivoire, l'Égypte. La crise en 2008 par exemple. Voilà, et même des pays qui ne sont pas en crise. Hein. Oui. Récemment, il y a beaucoup de pays, la zone UEMOA, des pays l'ont utilisé. L'Égypte pour les pays qui ont des problèmes de paiement quand même. Non, non, du tout, parce qu'en fait, c'est une option que vous avez. C'est fait pour ces pays-là. Non, parce qu'en fait, il y a une contrepartie. Vous vous engagez à faire certaines réformes. Oui. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en difficulté, parce que le Sénégal aurait pu aller sur le marché et lever l'argent. Mais ça allait nous coûter beaucoup plus cher. Entre 0% et 6,5% sur 350 milliards quand même, c'est une économie qu'on fait qui peut servir à faire autre chose. C'est-à-dire que l'ICPE et même un peu plus tôt l'ISPE n'ont pas servi justement à bonifier justement les taux du Sénégal sur le marché régional et sur le marché international, puisque in fine, la contrepartie du non-décaissement, c'est l'aval du FMI aux yeux des prêteurs. En fait, le non-décaissement, beaucoup de gens le faisaient parce qu'on dit on réserve ses ressources pour plus tard éventuellement, parce que c'est un instrument qui est toujours là disponible. Donc, des pays peuvent dire, je n'utilise pas mon instrument aujourd'hui, je vais sur le marché, ou j'utilise l'instrument pour faire plus d'économies. Donc, nous avons opté d'utiliser l'instrument à ce stade. Et d'ailleurs, en utilisant cet instrument, au lieu d'aller sur le marché tout de suite, et également en obtenant des ressources, par exemple sur les droits de tirage, on va y revenir, tout cela va avoir un impact positif sur les taux que nous allons payer sur le marché plus tard. Parce que le marché va se dire, nous avons le choix d'avoir des ressources très concessionnelles pour satisfaire à nos besoins. Ça fait qu'on ne va pas venir très souvent sur le marché. Et quand tu n'es pas très souvent aussi sur le marché a faim d'avoir le papier sénégalais. Et donc le fait que le marché attend avec impatience d'avoir une émission obligataire du Sénégal, fait aussi que les investisseurs vont faire des offres avec des taux peut-être d'intérêt plus bas en demandant des rentabilités un peu plus basses. Et ça avantage le Sénégal. Les 350 milliards, c'est pour financer le déficit. Parfait. Directement. Parfait. Alors, à Paris, le président de la République a posé une fois de plus son plaidoyer pour la réforme de la gouvernance mondiale. Est-ce à dire, Monsieur le ministre, que les critères de convergence sont devenus trop contraignants pour nos pays? Avant de répondre à la question rapidement, je vais peut-être faire la genèse un peu de ce sommet de Paris, qui est extrêmement important. Le président de la République, encore une fois, son leadership a été démontré s'il en était besoin, parce que notre pays était le co-parrain, donc le co-sponsor de ce sommet extrêmement important sur le financement de nos économies. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le président aussi m'a fait l'honneur de me désigner Sherpa pour le sommet, ce qui fait que le Sénégal était au comité de pilotage, donc avec le ministère des Finances français, mais avec également le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la Commission économique de l'Afrique, mais aussi les envoyés spéciaux de l'Union africaine, tels que les Ngozi, Madame Ngozi, Tidjane Cham, l'ancien président de la BAD Kaberuka, et d'autres, l'ancien ministre des Finances d'Afrique du Sud. Donc ça, c'était l'Union européenne, mais également le vice-ministre des Finances de la Chine et le numéro 3 donc, du Trésor américain, donc, qui ont participé dans les réunions du comité de pilotage, donc qui a piloté la préparation de la déclaration du sommet et de toutes les décisions qui ont été prises. Mais aussi, le Sénégal a participé à l'un des groupes de travail, il y en avait 3, le groupe de travail sur la mobilisation des ressources extérieures. Donc, ce qui a fait que les préoccupations du Sénégal non seulement ont été tenues en compte, mais ces préoccupations se retrouvent également dans les préoccupations de la majorité des pays d'Afrique. Et donc, en participant à ces travaux, nous avons également organisé des réunions avec les autres ministres des Finances, d'économie, de développement des pays africains pour harmoniser donc nos positions. Et c'était important d'aller à ce sommet avec donc une position très claire de l'Afrique, c'est ce que nous avons fait. Et c'est la raison pour laquelle
une bonne partie de ce que nous, on souhaitait en tant que pays, donc, a été validé donc, lors de ce sommet. On pourra en parler dans les détails. Et l'une des questions essentielles aussi, c'était de revoir un peu les critères de convergence. De toute façon, dans la zone UEMOA aujourd'hui, les chefs d'État avaient décidé, depuis la crise, de suspendre jusqu'à un nouvel ordre les critères de convergence, comme l'ont fait d'ailleurs tous les pays. La zone Union européenne également a suspendu les critères de convergence également. D'ailleurs, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi un déficit budgétaire de 3%, pourquoi un plafond d'endettement seulement de 70% et pas plus. Éviter un défaut de paiement, par exemple, comme le connaît actuellement la Zambie? Non, en fait, la Zambie, son niveau de dette PIB, c'était très loin, c'était supérieur au 100% d'ailleurs. Mais pour nous, en tout cas, dans la zone UEMOA, le 3% et le 70%, il y a éventuellement possibilité de revoir cela parce que aussi les économies ont changé, les besoins ont changé, surtout dans le court et moyen terme. Il y a vraiment la nécessité de pouvoir absorber toutes les ressources qui sont à notre disposition, qu'elles soient concessionnelles ou semi-concessionnelles, parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas atteindre les niveaux de croissance dans les pays de la zone comme c'était prévu. Donc il est important de pouvoir revoir ces critères de convergence parce que tout est différent aujourd'hui et aussi le système mondial, toutes les économies mondiales ont dû remettre en cause tous ces critères, tous ces niveaux de plafond d'endettement, ces niveaux de déficit budgétaire pour faire face à la crise. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir cela avec des économistes, avec les acteurs du marché, avec nos partenaires pour voir est-ce que 3%, il faut rester à 3%, est-ce qu'il faut aller à 4%, est-ce qu'il faut revenir en 2023 aux 3%, est-ce qu'il ne faut pas rester un peu plus longtemps pour pouvoir investir davantage donc, dans la santé, dans la relance de nos économies, dans les infrastructures, etc., pour accélérer le développement de l'Afrique au lieu de chaque année de faire quelques investissements et attendre les 50 prochaines années. Et surtout s'il y a des ressources, voilà, surtout s'il y a des ressources concessionnelles importantes qui peuvent être à notre disposition à travers, par exemple, le FMI, à travers l'émission des droits de tirage spéciaux pour nos pays, mais surtout la réallocation des DTS de certains pays donc vers nos pays. Alors c'était l'autre point, l'autre grande conclusion, l'autre grande demande, l'autre grande requête pour parler comme shérif. Mais avant d'entrer dans le détail des DTS, vous évoquiez tout à l'heure le fait que les pays africains ont parlé d'une seule et même voix. Or, il ne vous a pas échappé que votre homologue du Bénin, sur une chaîne française internationale, pour ne pas la nommer Radio France Internationale, a clairement dit que le Bénin n'était pas très préoccupé par la question de l'annulation de la dette parce que le Bénin souhaitait garder sa qualité de signature en tant que pays et que pour le Bénin, la priorité, c'était plutôt l'émission d'une nouvelle vague de DTS et une réallocation des DTS dont les pays développés n'ont pas besoin. Est-ce que c'est une manière de parler d'une même voix pour vous? Bon, en fait, le Bénin n'était pas au sommet. Ça, je voulais le préciser d'abord. Et le Bénin a toujours eu cette position-là. Ce qu'il faut savoir, que pour nous, Sénégal, il n'a jamais été question, par exemple, d'annuler toute la dette de l'Afrique. Ce n'était pas ça l'appel du chef de l'État. L'appel du chef de l'État, c'était vraiment l'annulation de la dette officielle et la dette privée, de voir des mécanismes qui nous permettent de la restructurer pour que l'impact sur les budgets des pays soit le plus faible possible. C'était ça vraiment l'appel. Et la question donc de l'annulation et de la restructuration a été évoquée également à Paris, mais ce qui a été proposé, c'est d'examiner la possibilité d'annuler la dette, mais réallouer directement à financer certains projets stratégiques. Par exemple, je suis un pays, j'annule la dette du Sénégal en partie, et je dis au gouvernement du Sénégalais, vous continuez à me rembourser cette dette, mais le remboursement servira à financer projets 1, 2, 3, 4 et on se met d'accord sur ces projets 1, 2, 3, 4 qui sont stratégiques, qui sont importants. C'était ça. Et un aspect important aussi dans le cadre de la restructuration de la dette, c'est de voir la possibilité d'utiliser par exemple les droits de tirage réalloués
pour, par effet de levier, lever des financements moins chers, semi-concessionnels, pour rembourser peut-être en avance la dette commerciale qui est la plus chère en général et la dette qui a une échéance très, très proche, par exemple. Et ça, c'est une manière aussi d'alléger le budget. Parce que si on lève de l'argent sur du long terme, on rembourse la dette qui est échue d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, ou bien la dette qui est court terme, dont l'amortissement est trop important. En faisant cela, on crée de l'espace budgétaire pour faire plus d'investissements, par exemple. Rappelons-le, ça reste quand même des engagements, Monsieur le ministre, parce que pour les DTS, il va falloir que les pays aillent en discuter, par exemple en interne. Aux États-Unis, le Congrès va en discuter. Ce n'est pas forcément gagné. Le FMI également va l'examiner, même si la directrice s'est clairement engagée pour fin août. C'est ça. En fait, sur les DTS, il faut savoir que c'est acquis pour la nouvelle émission généralisée pour 650 milliards de dollars pour tous les pays. Et chaque pays aura son quota. Les pays du G20 seulement recevront, ça a été décidé depuis très longtemps, il faut peut-être changer cela, au moins les 2/3. Nos pays, l'Afrique, on sera à 33 milliards de dollars, dont 24 milliards pour l'Afrique subsaharienne, l'Afrique subsaharienne, et pour le Sénégal, on sera à peu près autour de 240 milliards de francs CFA avec notre quote-part. Maintenant, l'ambition, et c'est ça qui va être négocié en juin donc avec la réunion du G7, en octobre avec la réunion du G20, aux assemblées annuelles du FMI de la Banque mondiale, de voir la réallocation. Parce que la plupart de ces pays du G20 n'ont pas besoin de ces nouveaux droits de tirage qui ne sont autres que des réserves additionnelles. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 100 milliards, de dollars. 100 milliards de dollars. Maintenant, les 100 milliards, soit on les reprête directement aux États à des taux 0% sur 10 ans, 20 ans, etc., ou bien on les utilise pour soutenir, par exemple, nos banques de développement régionales, telles que la BAD, telles que la BOAD, telles que la BUDC et autres, ou même nos banques nationales, pour lever des ressources concessionnelles qui seront donc reprêtés aux États à des taux très concessionnels pour que les États fassent plusieurs choses. D'abord, financer les vaccins, financer la relance de nos économies, financer l'entrepreneuriat, mais aussi rembourser peut-être de manière anticipée la dette la plus chère pour libérer des espaces budgétaires. On va y arriver, mais toujours sur la dette, par exemple. Pour une véritable amnistie financière de l'Afrique, si je peux m'exprimer ainsi, est-ce que le véritable interlocuteur n'est pas la Chine qui est le premier créancier public ? Je rappelle que le forum sur la coopération sino-africaine devrait se tenir cette année à Dakar. C'est d'ailleurs l'occasion de vous demander est-ce que tout a été calé, quelles sont les dates. Mais est-ce que la Chine aujourd'hui n'est pas le vrai interlocuteur pour effacer cette dette ? En fait, il faut savoir que la Chine fait partie de cette initiative du G20, et fait partie aussi, a participé au sommet de Paris. Et ils ne sont pas dans le club de Paris. Ils ne sont pas dans le club de Paris, mais ils ont signé donc. Par exemple, le moratoire sur la dette, ils sont d'accord. Et ils ont participé par vidéoconférence, comme l'ont fait les États-Unis, à un niveau élevé. C'est le premier vice-premier ministre qui a participé, c'est important, et qui a fait son adresse et qui soutient l'émission des DTS et qui soutient également la réallocation. Comme les États-Unis aussi soutiennent l'émission, mais soutiennent également la réallocation. Mais il y a des procédures internes qu'il faudra suivre pour pouvoir donc après matérialiser la réallocation. Mais l'allocation générale, c'est acquis. Vers fin août, on devrait finaliser tout cela. Et chaque pays donc pourra recevoir donc son quota. Maintenant, pour la réallocation, ça peut être en octobre, ça peut être d'ici la fin de l'année. Il y a aussi le fait que le président de la République, son Excellence Macky Sall, sera le président de l'Union africaine l'année prochaine. Il y a aussi le sommet Afrique-Europe qui se tient donc cette année. La présidence du chef de l'État, qui est co-sponsor du sommet, fait que aussi l'année prochaine, il y aura un agenda chargé pour le suivi de la mise en œuvre de certaines des décisions. Et n'oublions pas que les décisions, ce n'est pas seulement les DTS, ce n'est pas seulement le prolongement du moratoire sur la dette jusqu'à la fin 2021. Il s'agit également de créer une alliance pour soutenir davantage le secteur privé africain en termes de financement pour les PME, en termes de financement en capital, de financement en dette, mais en termes aussi de réformes que nos pays doivent entreprendre pour mobiliser plus de ressources internes
sans nécessairement augmenter le taux d'imposition individuelle. Quelle sera la part du social dans l'utilisation de ces énormes masses d'argent anticipées, notamment en termes de cash transfert, parce qu'on entend des sommes faramineuses, mais qu'est-ce qui va aller directement dans la poche des Sénégalais, des consommateurs, des ménages? Je ne peux pas anticiper sur l'utilisation, mais ce que je sais, c'est que le financement, par exemple, des vaccins est important, mais surtout aussi la production de vaccins ici au Sénégal avec l'Institut Pasteur. Tous les partenaires sans exception, souhaitent vraiment aider le Sénégal à produire les vaccins localement pour le Sénégal et pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons un projet très avancé et nous espérons qu'au milieu de l'année prochaine, peut-être qu'on commencera à produire des vaccins, sinon avant la fin de l'année prochaine en tout cas. Donc le travail continue, mais aussi le financement de l'entrepreneuriat, de pouvoir injecter des liquidités, que ce soit à l'ADER, que ce soit au FONGIP, que ce soit par exemple au niveau de la BNDE, des banques de développement national avec l'intermédiaire peut-être de la BAD ou de la BOAD, etc. Oui. C'est important de pouvoir financer l'entrepreneuriat. Les cash transferts, on a déjà un programme. Est-ce qu'il faut le renforcer? Ça peut être aussi une solution. Les bourses familiales, on les a déjà. Je ne peux pas anticiper, mais c'est possible de les renforcer. On verra au moment venu, en fonction du montant et en fonction aussi des investissements qu'on doit faire dans les infrastructures, dans l'accès à l'eau. Il faudra que PUDC, que Promoville, tous ces programmes sociaux soient également renforcés, même si ces programmes ont déjà des financements. Peut-être ce sera l'opportunité de les renforcer, mais aussi d'essayer de lisser un peu peut-être notre dette aussi quelque part, de voir un peu pour aménager un peu l'espace budgétaire en réduisant peut-être l'amortissement, en remboursant de manière anticipée une partie de la dette commerciale. Je ne peux pas préempter, mais en tout cas, ça fera l'objet de travaux avec, bien sûr, son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi le ministère des Finances et l'ensemble des membres du gouvernement en Conseil des ministres. Et sur le sommet de la coopération sino-africaine, est-ce que ce sera le lieu de négocier avec la Chine? Je ne peux pas non plus préempter, mais avec la crise, avec le sommet sur le financement des économies africaines, avec l'initiative du G20, il est évident que le sommet avec la Chine tiendra compte de toutes ces décisions, de tous ces engagements, mais aussi de la nécessité de mobiliser plus de ressources concessionnelles, de libérer des espaces budgétaires, d'alléger également le remboursement de la dette pour certains pays. Tous les pays ne sont pas au même pied d'égalité. Certains pays ont des remboursements extrêmement importants vis-à-vis de la Chine. Je ne vais pas nommer des pays, mais d'autres peut-être n'en ont pas beaucoup. De toute façon, on tiendra compte de toutes ces initiatives. La Zambie, le Congo, Djibouti, par exemple. Alors, Monsieur le ministre, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Toujours à Paris, au Grand Palais éphémère, le président de la République a dit qu'il faut beaucoup plus de dépenses publiques. Construire des hôpitaux, faire de gros investissements. Mais toujours est-il, ce serait bien également que l'on arrive à les exploiter. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas ne pas parler du TER, qui aujourd'hui, ça va faire plus de 4 ans, que les trains sont toujours à quai, c'est un gros investissement. Le président de la République à Paris, vous y étiez, vous avez reçu le consortium qui s'occupe justement de ce projet phare, les patrons de Thales et de Engie. Est-ce que franchement on va y arriver? Où est-ce qu'il y a eu faille pour qu'on en arrive à ce point? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y a une volonté encore plus importante d'accélérer la finalisation donc de ce TER, et pour que d'ici la fin de l'année, qu'on ait le TER sur les rails et qui commencera donc à fonctionner comme l'attendent tous les Sénégalais. La volonté est là, le travail est là, on suit ce projet également au jour le jour, pour ne pas dire à la minute près, et tous les obstacles. N'oubliez pas quand même, c'est un projet majeur, c'est le projet le plus important qu'on ait vu en Afrique de l'Ouest. Ça, on peut le dire sans risque de se tromper. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ça interroge. Il y a le scepticisme des populations qui est renforcé, pardonnez-moi, par le manque de visibilité que vous avez sur l'avancement des travaux. Nous avons eu des retards aussi dus à la Covid, comme tous les pays, comme tous les projets qui ont subi des retards. Mais ce qui est certain, c'est que maintenant, toutes les équipes, nos partenaires, que ce soit Thales, les Engie, tout le monde est à pied d'œuvre pour qu'on puisse commencer les essais très prochainement. Je ne peux pas donner une date précise, mais très prochainement,
nous allons devoir commencer les essais si nous voulons que le train fonctionne en toute sécurité d'ici la fin de l'année. Et ce qui est important aussi, ce n'est pas vraiment la vitesse, c'est la sécurité. Oui. Quand on parle de train qui va transporter 200 000, 300 000 personnes par jour, il faut de la sécurité. Et on privilégie la sécurité. C'est la rentabilité, parce que pardonnez-moi, c'est quand même près de 1000 milliards. C'est presque l'équivalent du fonds Covid au tout début. Si on a investi autant d'argent et on n'arrive toujours pas à rentabiliser derrière, pour un petit pays comme le nôtre, on peut quand même se poser des questions. Non, on va rentabiliser. N'oubliez pas, un train comme ça... Si on a pris autant de retard, c'est parce que quelqu'un n'a pas fait le job. Il ne faut pas oublier qu'un train comme ça, pour le rentabiliser, dans tous les pays, ça prend du temps. Un train, c'est 100 ans quand même. Ce n'est pas un projet sur 20 ans, sur 15 ans. Et ce projet va être rentabilisé. Oui. On a le modèle, on sait ce que doit être le tarif pour que ça soit attractif pour la population et en même temps que le train puisse être rentable. Et quand le train commencera à circuler, je vous assure que les Sénégalais vont oublier les retards. Nous tous, on va oublier les retards. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a appris pas mal de choses à travers ce projet. Dans la gestion des projets, les nouvelles technologies. On a formé des jeunes, on a formé notre secteur privé local aussi. Non, 800 jeunes qui vont travailler lorsque le train va être exploité. Mais n'oubliez pas, depuis le début des chantiers, c'est quand même des centaines de jeunes qui travaillent sans relâche sur ce... Surtout des entreprises françaises très spécialisées qui ne pouvaient pas employer des jeunes non qualifiés sur quand même des technologies très précises. Non, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand les entreprises comme ça viennent exécuter des projets aussi importants que le Sénégal n'a jamais fait, que l'Afrique de l'Ouest ou même toute l'Afrique n'a jamais fait. À part le métro d'Abidjan. Non, le métro d'Abidjan, il a commencé il n'y a pas longtemps. Il a commencé il n'y a pas longtemps. À part l'Afrique du Sud. C'est le Maroc. Hein. À part l'Afrique du Sud et le Maroc, le How Train n'est même pas comparable donc à notre terre. À part le Maroc, on n'a pas eu. Là-bas, ça marche. Voilà. C'est juste ça la différence. Oui, ça marche parce qu'eux aussi, ils ont eu des difficultés. En Allemagne, qui est un grand pays, peut-être je ne devais pas citer, il y a quelques pays européens qui, pour construire certaines infrastructures, en Allemagne, on peut citer l'aéroport de Berlin, ça a pris plus de 9 ans. Et c'est un pays très avancé, très développé. Ce n'est pas simple de construire des infrastructures. Et surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas seulement un train. Il fallait déplacer des populations, traverser des quartiers peuplés, des communes peuplées. De la libération des emprises, au paiement des impenses. Et ce n'est pas seulement libération d'emprises, paiement d'impenses. Il y a des ponts qui sont construits, il y a des routes qui ont été déviées. C'est énorme. La partie génie civil seulement, c'est énormément de ressources. Ce n'est pas seulement le train, ce n'est pas seulement les rails. Qu'est-ce que Jérôme Stabler a dit lors de ce rendez-vous à Paris? Vous y étiez, monsieur le ministre, je vous ai vu. Oui, mais ils sont engagés à accélérer le travail. Et nous, on a mis de la pression. Nous avons eu une discussion assez franche et les essais devront commencer très prochainement. Côté Sénégal, on fait tout ce qu'on doit faire et nous avons exigé également des partenaires que les entreprises également fassent tout ce qu'elles doivent faire et elles se sont engagées à faire tout ce qu'elles doivent faire pour accélérer, pour qu'on puisse commencer les essais très rapidement. Dans cette approche keynésienne un peu des politiques économiques, dépenses publiques massives pour stimuler l'économie et dans le cadre des PPP qui vont arriver et au regard de l'expérience dont vous avez parlé, des leçons apprises des projets tels que le TER, quelles sont les garanties que nous avons que les prochains projets PPP n'auront pas les mêmes tares congénitales que certains projets qu'on a déjà exécutés et qui ont montré toutes les limites de négociation de notre pays vis-à-vis de grands partenaires tels que Thales, Alstom, etc. Mais négocier avec les Thales, Alstom dans le cadre d'un contrat d'exécution d'un projet comme le TER, c'est différent de négocier avec un partenaire pour faire un PPP dans le cadre d'une concession. C'est plus compliqué de négocier un contrat de concession. C'est plus compliqué. Mais dans les deux cas, il faut s'entourer de conseils, que ce soit de conseils avec l'expertise sénégalaise ou de l'expertise qui sera acquise à l'étranger, comme c'est le cas par exemple du TER. Nous avons un conseil qui est très rigoureux, qui est très strict, qui nous accompagne depuis le début du projet et qui challenge les entreprises et qui a conseillé dans
plus d'une trentaine de pays dans le monde pour ce genre de projet. Oui, où est le problème? On ne pouvait pas faire autrement. Qui est français, qui parle notre langue, il n'y a pas de problème. Nous parlons la même langue. Et c'est un conseil donc, qui est rigoureux. Ce n'est pas parce que le conseil est français que le conseil a des relations, je dirais, spéciales avec les entreprises françaises. Il faut voir notre conseil face aux entreprises françaises dans le cadre de négociations de l'exécution en fait, de ce contrat. Non, il faut le voir. Vu le retard qu'on a pris quand même, on ne va pas revenir sur les rendez-vous manqués. Clairement, le chef de l'État lui-même s'est engagé lors du Conseil des ministres récemment. Donc, d'ici la fin de l'année, le train va rouler. C'est un projet très, très complexe. Ouais. C'est un projet très complexe. Nous avons toute l'expertise qu'il faut au niveau national et l'accompagnement de notre conseil, et nous avons les meilleures entreprises parmi les meilleures au monde dans ce genre de projet. On ne pouvait pas faire mieux en termes d'expertise pour réaliser ce projet, que ce soit côté Sénégal avec notre conseil ou bien côté entreprises partenaires. L'avenir, les prochains justement PPP, tous les partenariats qu'on va avoir pour réaliser des infrastructures stratégiques, etc. Il y a la question de la gouvernance, il y a la question de la passation des marchés, la question du suivi des marchés. On a bien compris qu'il y a une réforme institutionnelle pour encadrer ces PPP et tout, mais quelles sont les garanties que nous avons, encore une fois, que tout sera plus transparent que ce qu'on a eu jusqu'à présent? Je note d'ailleurs que dans la lettre du FMI, il y a quand même cet objectif sur les offres spontanées qui ont baissé, mais il y a quand même, voilà, il reste quelques offres. Quelles sont les garanties que nous avons que tout ça sera mieux géré du point de vue de la transparence et de la bonne gouvernance? Parce qu'en fait, il ne faut pas penser que flexibilité, rapidité, offre spontanée ou offre d'initiative privée, c'est opposé à la transparence. On peut avoir une offre spontanée, la célérité, la flexibilité et avoir la transparence. Ce qui est important, c'est de pouvoir aussi faire du benchmarking. Ce qui est important, c'est d'avoir en face des équipes qui comprennent les partenariats publics-privés, qui ont de l'expertise et l'expérience pertinente et avérée. Et au Sénégal, nous avons cette expertise. Nous sommes parmi les rares pays d'Afrique à avoir fait autant de PPP, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans les routes, etc. Toute cette expertise-là, elle est là. Et pourtant, le ministère... Le défi infrastructurel est encore énorme. Non, c'est pourquoi d'ailleurs la loi PPP a prévu d'avoir non seulement une unité qui accompagne tout le monde, une unité centralisée, mais également ce qu'on appelle le fonds de préparation de projet. Quand on prépare un projet, c'est les études, mais aussi c'est l'accompagnement technique, financier et juridique. Alors, Monsieur le ministre, dernière partie de l'émission en mode Nabar. C'est une question que j'aurais pu poser à votre collègue Abdoulaye Daouda Diallo, mais vu que vous êtes là, on va en profiter. C'est un mot sur la problématique de l'évasion fiscale. À l'aune de l'exploitation du pétrole et du gaz, le Sénégal sera convoité, ça tout le monde le sait. Il sera donc important de préserver l'intégrité des bases d'imposition. Le Sénégal a signé la convention multilatérale BEPS, qui sert à préserver, donc, qui lutte contre le transfèrement des bénéfices et l'érosion de la base d'imposition. Est-ce que sur le plan réglementaire, on est assez outillé pour faire face à ces multinationales demain? Donc c'est à 2023 par exemple. Absolument. Vous savez, dans la gestion des ressources naturelles, en particulier des ressources pétrogaz, les choses sont très transparentes. Nous avons un contrat de partage de production qui fixe la part du Sénégal, qui fixe donc la part des opérateurs qui ont fait l'investissement. D'abord, il faut que le partenaire récupère tout son investissement, ce qu'on appelle le cost oil. Maintenant, pour nous, c'est important qu'on se mette d'accord sur ce cost oil. Quand le partenaire nous dit que j'ai dépensé 1 franc pour obtenir tel service, qu'on s'assure que tel service coûte vraiment 1 franc et que ça ne coûte pas 0,5. Mais les partenaires avec qui aussi nous travaillons, c'est des multinationales qui sont auditées, qui sont cotées en bourse, qui font vraiment attention quand elles vont dans certains pays, notamment British Petroleum, c'est BP. Ils ne vont pas se permettre certains comportements, mais ça ne nous empêche pas, nous aussi, d'avoir nos outils. Le ministère du pétrole et des énergies a également du conseil, a fait des recrutements. Petrosen également a fait de très bons recrutements. Nous avons nous-mêmes au niveau du ministère de l'économie, nous sommes
représentés au conseil d'administration de Petrosen, mais aussi au niveau du ministère des Finances et du Budget, les expertises des financiers, des banquiers, des juristes, des fiscalistes, qui donc peuvent décortiquer tous ces contrats, qui peuvent faire le suivi et challenger les multinationales s'il en était besoin. Donc c'est ça que je peux dire pour vous dire qu'il n'y a pas de risque à ce niveau que le Sénégal soit vraiment grugé par nos partenaires, mais on s'équipe et on fait attention comme le fait tout partenaire, tout pays responsable. Malgré tout, il y a des tentatives. Hein. On a vu l'histoire de Barrick Gold et surtout de Egeo aussi. Moi, je pense que des fois, on peut faire des amalgames. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand on est dans le cadre, en général, de la prospection, de l'exploration, d'habitude, nous avons une exonération sur tous les impôts, sur toutes les taxes. C'est à partir de l'exploitation où l'entreprise donc peut être sujette à certaines taxes. Il y a toujours des exonérations, surtout dans le secteur minier, mais également le paiement de certains impôts. Donc, il ne faut pas faire la confusion. Souvent, dans le cas spécifique de SGO, il s'agit d'une vente d'or dont les recettes n'ont pas été rapatriées en violation de la loi et la société a accepté de transiger avec la douane. C'est pourquoi il faut qu'on soit prudent. Et c'est pourquoi au niveau du ministère des Finances et Budget, nous avons les douaniers qu'il faut, les inspecteurs des impôts qu'il faut pour pouvoir gérer ce genre de situation. Tous les financiers, parce qu'il y a beaucoup de financiers. Absolument, et des financiers et des fiscalistes aussi. Dans nos différents ministères, nous avons des banquiers d'affaires, des gens qui ont travaillé dans ce genre de secteur, qui connaissent très bien, qui peuvent challenger donc ce genre de multinationales aussi. On va finir sur le vaccin. Monsieur le ministre, il y a eu un passage fort lors de ce sommet à Paris sur le financement des économies africaines. Le chef de l'État a clairement dénoncé la razzia des pays industrialisés, on peut le dire ainsi. Macky Sall évoque ici la nécessité absolue de faire du vaccin un bien public universel. Je vous propose de suivre le président de la République. On a habitué l'Afrique à lui concevoir des projets et des programmes et à le lui imposer. Aujourd'hui, nous sommes dans une co-construction de ce qu'il faut pour nous. Et c'est là, je crois que la nouveauté, et c'est pourquoi il y a de l'espoir. Nous avons une responsabilité commune et que vacciner ses propres populations pour les pays industrialisés ne leur garantit absolument pas la sécurité sanitaire. C'est évident que si nous continuons la tendance actuelle où les Africains seront à 2%, 3% de vaccinés, il se développera sur le continent africain des variants extrêmement résistants qui remettront en cause complètement l'efficacité des vaccins dans quelques mois, dans quelques années. Le président de la République, monsieur le ministre, donc, que nous venons de suivre, sur la nécessité donc, de faire de ce vaccin un bien public universel. C'était un moment fort aussi pour son plaidoyer là-bas à Paris. Absolument, c'est un moment fort et ce plaidoyer, le président l'a déjà fait avant, au mois d'avril déjà 2020. Il l'évoquait déjà, dans les différentes rencontres, il les a évoquées et je pense qu'il a été entendu parce que le sommet a décidé d'augmenter l'investissement donc, du programme COVAX. Au lieu de vacciner 20% des Africains, on passe à 40% avec le FMI qui est instruit de voir comment utiliser la réallocation de DTS pour donc mobiliser 15 milliards de dollars par exemple pour booster l'initiative COVAX. Il y a aussi l'Union africaine qui a une initiative qui permet de vacciner à peu près 10% de la population. Le Sénégal fait partie de cette initiative, notamment avec les vaccins Johnson & Johnson. On a une dotation presque de 3 millions de vaccins que nous devrons commencer à recevoir à partir du mois de juillet ou août. Voilà. Et l'autre aspect, c'est vraiment le consensus autour de la production de vaccins en Afrique. Donc le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Égypte, éventuellement aussi le Rwanda, donc sont ciblés. Pour le Sénégal, nous avançons très bien. Le ministère de l'économie coordonne un peu la task force qui travaille avec le ministère de la Santé, l'Institut Pasteur et tous les bailleurs qui sont très intéressés d'offrir des financements concessionnels, des financements en dons également pour démarrer le projet dans les meilleurs délais. L'Institut Pasteur a déjà obtenu l'approbation pour le site à Diamniadio pour démarrer les travaux très prochainement.
Sur la banque, Souleymane l'évoquait tout à l'heure, le Sénégal a un projet de création d'une nouvelle banque. Absolument. Le président avait déjà donné l'instruction l'année passée. Les équipes y travaillent et le projet est piloté par le ministère des Finances et du Budget pour arriver à un instrument bancaire qui va utiliser au maximum toutes nos ressources qui sont un peu éparpillées dans différentes agences ou autres banques, même des banques commerciales. Le Sénégal est actionnaire. Est-ce que ça a un sens de garder notre actionnariat dans toutes ces banques commerciales? Est-ce qu'il ne faudrait pas rapatrier dans un seul outil contrôlé par le Sénégal et qui va financer massivement les PME en tenant compte du fait qu'on a déjà la BNDE et l'État est un gros actionnaire avec également la BHS et le Crédit Agricole. Il faudra voir tout cela. L'étude est en cours et prochainement, le ministère des Finances et du Budget nous fera certainement une proposition. On va peut-être terminer avec la Banque centrale, puisqu'on parle de banque. Tout ce qu'on est en train de dire et de faire actuellement, est un aveu d'échec quand même des mécanismes mis en place par la Banque centrale pendant cette période très troublée, puisque à aucun moment on évoque tous les guichets, les obligations Covid qui ont été refinancées par la Banque centrale, la politique monétaire. Est-ce que la Banque centrale a joué véritablement son rôle dans cette période critique? Absolument. La Banque centrale a joué un rôle fondamental et le gouverneur de la Banque centrale et ses équipes sont vraiment à féliciter parce que d'abord, le moratoire qu'on a obtenu, moratoire gratuit pendant 6 mois, donc 9 mois même, parce que c'est prolongé jusqu'à fin 2020, que tout créditeur, que tout débiteur en tout cas, que ce soit entreprise ou particulier, a obtenu gratuitement pendant 9 mois, c'est une décision forte de la Banque centrale. La Banque centrale a baissé également ses taux directeurs également à 2%, permettant donc aux banques commerciales de se refinancer pour certains actifs à 2% au lieu, par exemple, de prendre des dépôts à 6%, 7% ou 8%. C'était extrêmement important. La Banque centrale aussi a relaxé certaines règles pour permettre aux banques de parquer, par exemple, certains actifs qui ne performaient pas dans un endroit, en fait, voilà, de les parquer au lieu de provisionner, par exemple. Donc, c'est des efforts extrêmement importants. Les obligations Covid et maintenant les obligations relance et tous les pays ont bénéficié aussi de ces obligations. Et puis nous verrons, nous attendons aussi à une coopération très étroite avec la Banque centrale lorsque nos pays recevront les droits de tirage spéciaux. Parce que les droits de tirage seront reçus par la Banque centrale, la BCEAO. Maintenant, on va être chargé de voir maintenant comment elle va nous rétrocéder ces droits de tirage et donc nous aurons une discussion très intéressante le moment venu. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté cet entretien. C'était un immense plaisir. Merci, Chérif. Merci, Souleymane. Merci, monsieur. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Émission présentée en tandem avec Souleymane Niang. Merci beaucoup, Souleymane. Merci, Chérif. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Nous recevions le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, monsieur Amadou Hott. Excellente suite des programmes sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.